Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. It means no worries. Il pleut beaucoup. Je suis super contente aujourd'hui, c'était mon anniversaire hier et j'ai changé de travail. Je suis super contente avec mon nouveau travail et je travaille à temps partiel, donc j'ai plus de temps pour faire des vidéos pour vous. Même si aujourd'hui il pleut, là ça fait une semaine qu'il pleut en Australie, enfin à Sydney en tout cas, et genre c'est une journée de pluie et donc je suis super contente de pouvoir rester chez moi et de tourner cette vidéo. Donc dans cette vidéo on va parler du logement. J'ai fait 2 autres vidéos sur le logement, il y en a une c'était spécifiquement sur la colocation, je vous mettrai le lien ici, et l'autre c'est un petit peu pour vous aider avec les critères, comment choisir son logement, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, etc. Et je vous mettrai le lien ici. Donc dans cette vidéo là, je vais vous parler de comment ça marche pour se loger en Australie, parce qu'au final c'est quand même assez différent de la France, donc je vais vraiment vous donner toutes les infos nécessaires pour vous aider quand vous allez arriver en Australie pour vous loger. Et du coup, dans cette vidéo, je vais aborder les termes par rapport au logement pour vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire et comment ça marche. Et aussi, je vais vous expliquer la procédure quand on veut trouver un logement à travers une agence immobilière, c'est quoi les étapes, comment ça se passe. Et une fois qu'on a signé le bail, à quoi il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. Si vous cherchez juste une coloc et que vous n'entamez pas cette démarche, je pense que cette vidéo peut quand même vous être utile parce que je vais aborder plein de termes par rapport au logement que vous allez probablement entendre quand vous allez faire une colocation. Donc déjà, on va commencer avec les termes qui vont revenir souvent, enfin tout le temps en fait, quand vous allez chercher un logement. Donc le premier thème, c'est real estate. Vous, en fait, le terme que vous allez plus souvent entendre, c'est Real Estate Agency ou Real Estate Agent, qui est donc le premier une agence immobilière et le deuxième un agent immobilier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens en Australie utilisent souvent le terme Real Estate pour nommer les agences immobilières. Et donc ce mot peut avoir différentes significations et vous l'entendrez dans le cadre d'une agence immobilière. Le deuxième terme que vous allez entendre, c'est Rentals, Rent ou Renting. En fait, ça veut dire les locations, le loyer et le fait de louer. Donc vous allez l'entendre si vous faites des recherches de logement, vous allez faire une recherche de rentals, donc de location. Et si vous êtes amené à louer le logement ou si vous cherchez sur un site et que vous voulez savoir combien est le loyer, ça s'appellera rent. Ce qu'il faut savoir, c'est que le loyer dans les annonces en Australie est donné par semaine et non par mois. En France, je crois que c'est par mois. Et en termes de paiement, c'est en accord avec le propriétaire. C'est souvent soit toutes les 2 semaines ou soit tous les mois. Ensuite, un autre terme que vous allez entendre, c'est landlord, qui est donc le propriétaire, donc la personne qui vous loue le logement. Il passe par une agence, mais quand vous allez signer votre bail, son nom va être donc du coup sur le papier. En général, si vous passez par une agence, ce que la plupart des gens font en Australie, vous n'allez jamais être en contact avec le propriétaire, vous allez juste voir son nom sur le bail. Et du coup, l'autre terme que vous allez entendre par rapport à landlord, c'est le terme tenant, qui est donc locataire. Alors après, la sous-location est autorisée en Australie avec l'accord du propriétaire. Et du coup, vous allez entendre d'autres termes peut-être qui sont liés à ces termes. Donc le premier terme, c'est sub-renting, donc c'est le fait de sous-louer. Deuxième terme, c'est sub-tenant, donc si par exemple vous louez un logement à un propriétaire donc qui possède votre logement et que ensuite avec son accord vous décidez de louer une des chambres de votre logement à une autre personne, cette personne sera en sous-locataire. Et normalement la loi en Australie, c'est que vous devez lui faire signer un contrat de sous-location. Et donc du coup, ce qui est important de comprendre, c'est que pour cette personne, vous serez un head tenant, ce qui en fait veut dire que vous serez comme un propriétaire pour cette personne. Ces obligations qu'elle aura seront les mêmes obligations que vous avez au propriétaire, sauf que en fait,
Elle aura ses obligations envers vous. Vous serez le propriétaire de cette personne et elle sera votre locataire. En gros, pour vous expliquer par rapport aux droits et au contrat qu'elle signe, elle n'aura aucune obligation envers votre propriétaire. Ce qui veut dire que cette personne ne sera pas sur le bail en fait. Elle ne sera pas sur votre bail. Elle sera juste dans ce contrat de sous-location que vous lui faites signer. Par contre, il y a un cas où les autres locataires peuvent avoir les mêmes obligations que vous envers le propriétaire. C'est souvent dans le cas de la colocation, où tout le monde est un co-tenant et donc a les mêmes obligations envers le propriétaire. Donc si par exemple vous cherchez un appart avec des amis et que vous signez tous sur le bail, vous avez les mêmes obligations envers le propriétaire et vous êtes considéré comme co-tenant. Deux autres termes que vous allez entendre, c'est le terme de lease et de tenancy agreements. Alors lease en fait c'est un bail. Et tenancy agreement, c'est un contrat de location. Alors la différence entre ces deux termes, c'est que le contrat de location, tenancy agreement, c'est en fait un contrat général avec vos obligations et vos droits et les obligations et les droits des propriétaires sans qu'il y ait une durée associée à ces droits et ces obligations. Ils sont dans une durée continuelle et s'appliqueront tant que vous serez dans le logement. Le lease, par contre, a une durée déterminée qui est souvent de 6 à 12 mois. Il y a des choses qui sont fixées que vous ne pourrez pas changer pendant cette durée. Donc une des choses, c'est le loyer. Donc si vous avez un accord sur un loyer avec le propriétaire et que vous avez un lease de 1 an, pendant cette durée de 1 an, le propriétaire n'a pas le droit d'augmenter le loyer. Quand cette durée de 1 an est terminée, il a le droit d'augmenter le loyer. Certaines choses fixes aussi, c'est par rapport au préavis. Si votre propriétaire veut que vous partiez du logement avant les 1 an, il doit vous donner, je crois, 3 mois de préavis, alors que quand vous n'êtes plus dans le lease, quand cette durée est terminée, je crois qu'il a seulement 1 mois à vous donner. Et pareil pour vous, si vous voulez quitter le logement avant la fin du lease, vous devrez payer le propriétaire les mois restants, etc., etc. Donc il y a plein de conditions qui sont liées au lease, qui sont fixes et qui ne peuvent pas être changées, alors que pendant le tenancy agreement, c'est juste un contrat général. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de votre lease, donc vous avez signé un lease de 1 an et à la fin des 1 an, vous pouvez demander à re-signer un autre lease de 1 an, ce qui veut dire que vous pouvez de nouveau décider certaines conditions fixes qui ne vont donc pas changer pendant 1 an. La plupart des temps, quand les gens font ça, c'est qu'en fait, ils veulent être sûrs d'avoir soit le même loyer pendant 1 an, ou alors le propriétaire veut augmenter le loyer et veut refaire signer un lease avec ce nouveau loyer. Mais vous n'êtes pas obligé à la fin de votre lease de re-signer un autre lease. Moi, là où j'habite actuellement, j'avais un lease de 1 an. Et à la fin des 1 an, je n'ai pas re-signé d'autres leases, donc je suis sur mon tenancy agreement avec les conditions générales du tenancy agreement. Et ça fait 2 ans que je suis dans cette situation et ce n'est pas du tout un problème. C'est souvent une question de choix de la part des locataires ou de la part du propriétaire qui veut donc que se réengager sur certaines conditions pendant 1 an. Vous allez aussi entendre le terme de bond. Donc la bond, en fait, c'est une caution. C'est quasiment pareil qu'en France. En Australie, c'est en général une caution de 4 semaines. Ce qu'il faut savoir en Australie, c'est qu'il y a un fonds des bonds qui est une organisation gouvernementale, ce qui veut dire que quand vous donnez votre caution, donc votre bond à votre agence, ils n'ont pas le droit de l'encaisser. Je sais qu'en France, très souvent, ils l'encaissent et ils l'investissent. Ici, ça va pas du tout être le cas. Elle va être posée sur cette organisation gouvernementale qui va la sécuriser. Donc, personne ne va utiliser cet argent. Par contre, cet argent va être débité de votre compte. Et à la fin de votre lease, soit l'agence ou soit vous-même, vous pouvez demander à release votre bond. En termes de cette caution, enfin moi on me l'a toujours rendue, après j'ai jamais endommagé les endroits où j'habitais. Vous pouvez avoir des agents qui vous enquiquinent un petit peu et je vais vous en parler un petit peu vers la fin de cette vidéo et vous donner des astuces. Trouver un logement à travers une agence, donc comme je vous ai dit, c'est quand même assez rare que ça se fasse directement entre un locataire et un propriétaire. Tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment d'avantage pour les locataires dans le sens où on ne paye pas les agences. Donc si jamais les agences essayent de vous faire payer des frais ou essayent de vous faire payer quoi que ce soit qui est en rapport avec la prise de logement, sachez que c'est interdit par la loi en Australie et que vous pouvez refuser. Donc il y a plein d'agences différentes assignées. Je peux vous mettre les noms ici tout autour, mais en gros, en général, quand vous cherchez un logement, le mieux c'est d'aller sur un des 2 sites, Domain ou Real Estate.
et du coup de chercher location dans l'endroit où vous voulez vous loger. Ça peut être un avantage au lieu de mettre juste Sydney, si vous êtes à Sydney, de mettre les différents quartiers où vous voulez vivre. Donc je vous en ai parlé dans ma vidéo sur comment choisir son logement, je vous remettrai le lien ici si vous voulez un petit peu voir les différents quartiers et donc du coup de les mettre dans la barre de recherche. Comme ça va vous donner vraiment ces quartiers, alors que si vous mettez Sydney, il y a beaucoup de chances que ça vous mette le Sydney Central Business District. Maintenant, les annonces. Je vais vous donner quelques petits conseils par rapport aux annonces et quelques petites informations. Donc les types de logements, vous avez soit des appartements qui s'appellent très souvent units. Donc par rapport à ça, le premier numéro du coup sur l'annonce, ça va être le numéro de l'appartement. Donc en fait vous avez souvent des immeubles où il y a plein de petits appartements et donc chaque appartement a un numéro. Donc là ça va être le numéro de l'unit qu'on appelle et le deuxième nombre ça va être le numéro de rue du coup, le numéro de l'immeuble. En termes de maisons, vous avez beaucoup de maisons en fait dans les villes. À Sydney, les maisons typiques ça s'appelle des terraces qui sont en fait des maisons mitoyennes et que ces maisons elles ont très souvent un étage avec une ou deux chambres et avec une petite cour derrière qu'on appelle un backyard. Je vous ai parlé un petit peu de tout ça dans ma vidéo sur comment choisir un logement, donc je vais pas mettre trop de détails. À Brisbane et tout dans le Queensland, les maisons c'est plus des Queenslander, le type de maison. Ensuite un truc que vous allez voir dans les annonces et dans les logements, c'est que il y a quelque chose qui s'appelle internal laundry. Dans certains appartements et surtout les immeubles où je vous ai dit il y a plein de petits logements avec des numéros, il n'y a pas forcément la place de mettre sa machine à laver, mais du coup l'immeuble a un endroit avec plein de machines à laver où vous mettez des pièces pour payer et ensuite vous pouvez étendre votre linge quelque part dans l'immeuble, soit dans cette même pièce ou des fois dehors. Et du coup, souvent dans ces immeubles, il n'y a pas d'arrivée d'eau pour les machines à laver. Donc même si vous vouliez en mettre, ça peut être quand même assez compliqué. Parfois, c'est quand même possible. Donc regardez quand vous visitez le logement. Mais si vous voyez internal laundry, il y a quand même peu de chances que vous puissiez mettre une machine à laver. Comment on visite un logement? Donc en gros, il y a deux façons. Et très souvent, ce qu'ils font les agents, c'est qu'ils mettent un jour et un horaire de visite qui sont souvent le samedi toute la journée ou alors durant le midi ou le matin ou après le travail pour que les gens puissent s'y rendre. Ce qui veut dire qu'il y aura plein d'autres personnes avec vous. La deuxième façon, c'est de prendre un rendez-vous. Donc c'est souvent dans le cas où les agents immobiliers n'ont pas mis d'heure et de jour et ils vous demandent de les contacter pour prendre un rendez-vous et visiter le logement. Donc vous vous rendez au logement, visitez, regardez bien, regardez s'il y a des trucs qui sont abîmés, regardez s'il y a plein d'insectes. En fait, quand même, ça dure pas très longtemps, vous aurez pas beaucoup de temps pour visiter le logement, en général 10 à 15 minutes, mais essayez de voir un petit peu et de prendre des photos. Moi, je prends à chaque fois des photos et des vidéos, comme ça me permet de les revoir et de voir s'il y a un truc qui est abîmé ou qui me plaît pas, etc. Comme ça, si donc on passe à la prochaine étape, vous postulez pour ce logement, vous pourrez mettre ces détails par rapport aux choses à réparer, etc. Donc postuler un logement, comment ça se passe ici en Australie, vous n'avez pas besoin d'amener votre dossier. En général, on remplit un formulaire du coup en ligne, souvent à travers le site de l'agence, et sinon il y a des organismes qui ont des formulaires que les agences utilisent et on met du coup tous ces détails. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines agences, elles ont toujours des formules papier. Donc en fait, quand vous visitez le logement, vous pouvez demander comment vous pouvez postuler pour ce logement et ils vous diront si c'est sur internet ou si c'est un format papier. Et le format papier, du coup, il faudra le scanner et le retourner à l'agent immobilier. En termes d'informations qu'on vous demande pour obtenir ce logement, ça va être des informations sur vous, des informations d'identité, d'où vous venez. Je crois pas qu'ils demandent votre visa. Je me souviens plus. Vous demandez si vous travaillez, bien sûr toutes vos sources financières. Donc si vous avez des économies, je vous invite à les mettre. Si vous travaillez en Australie, oui, il faudra mettre toutes ces informations. Et il faudra aussi mettre une façon dont ils peuvent contacter votre entreprise pour vérifier que vous travaillez bien là. Et c'est quelque chose qu'ils font vraiment parce que je l'ai vu à mon travail où mon manager a été contacté pour confirmer que je travaillais là. Et l'autre truc qu'ils vont vous demander du coup, ça va être des références. Donc par rapport à des logements précédents. Et donc du coup, si vous venez directement de France, ça peut être un peu compliqué. Peut-être que vous pouvez faire une lettre de votre ancien propriétaire. Je sais pas exactement comment vous pouvez faire.
Si vous avez rien à mettre, bah ne mettez rien. Mais du coup, si vous avez déjà loué en Australie, bah vous pouvez mettre votre précédente agence. Ce qu'il faut savoir, qui est important dans l'application pour le logement, donc la postulation pour le logement, c'est que vous pouvez négocier le loyer. Donc du coup, si par exemple ils vous disent le loyer c'est $700 par semaine, vous pouvez très bien mettre $600 par semaine. Alors c'est un grand écart, mais du coup s'ils trouvent personne pour le logement, ils vont vous contacter pour renégocier ça. Moi je sais que quand on cherchait une coloc, un logement avec mon copain et un ami à nous, pour une coloc, on l'a fait plein de fois et on a toujours eu des loyers qui ont été rabaissés du coup. Et même pour le logement là où je suis, on avait mis $25 de moins et on avait eu le logement. Ce qu'il faut savoir en ce moment, à l'heure où je vous parle, c'est que l'immobilier à Sydney, il est un peu, les prix sont un peu tombés par rapport à l'achat et que y a énormément de gens qui ont acheté pour un investissement et qui ont un petit peu de mal du coup à trouver des locataires et du coup les loyers sont un petit peu descendus et je pense que vous avez plus de marge de manœuvre pour la négociation. Donc si quand vous allez visiter le logement, vous voyez qu'il n'y a pas trop de concurrence et surtout pour tout ce qui est maison, il y a toujours moins de concurrence que les apparts neufs, n'hésitez pas à mettre un loyer plus bas. Ça pourrait arriver que des fois vous n'allez pas y avoir. En fait ça dépend aussi, je vais vous dire, de votre dossier. Si vous n'avez aucune référence, que vous pouvez pas vraiment, vous n'avez pas de travail et tout, si vous mettez aussi un prix plus bas, je pense que vous allez un petit peu galérer. Ensuite, si vous êtes accepté, vous allez recevoir une notification comme quoi vous avez été accepté et ensuite, je crois que les agents, ils font une acceptation locale, donc au niveau de l'agence, et ensuite ils envoient votre dossier au propriétaire pour qu'il fasse une acceptation. Puis de là, en fait, ils vont vous demander de déposer une semaine de loyer pour réserver le logement. Donc pendant cette semaine, ils vont faire tous les contrats, ils vont prendre un rendez-vous avec vous pour vous faire signer le bail, etc. Et pendant cette semaine-là, ils retiennent le logement pour vous puisque vous avez payé. Donc l'étape d'après, c'est la signature du bail. Donc du coup, vous allez avoir un rendez-vous dans votre agence. Vous n'allez pas rencontrer le propriétaire, c'est l'agence qui va s'occuper de les faire signer, etc. Ils vont vous donner votre tenancy agreement et votre lease et vous faire remplir toutes les informations. Donc je vous conseille bien sûr de lire toutes les informations. Il y a toute la partie qui est donc la loi au niveau de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, si vous êtes à Sydney. Comme je vous ai dit plein de fois dans mes vidéos, l'Australie est un État fédéral, ce qui veut dire que du coup chaque État en Australie a ses propres lois, même si elles sont similaires d'un État à l'autre, il y a quelques différences. Du coup c'est pareil pour les logements. Du coup vous avez toute cette partie d'accord de contrat qui est du coup la loi australienne, vos obligations et vos droits et les obligations et les droits du propriétaire. Et parfois, les agences vous rajoutez des clauses. Donc, ces clauses, elles sont négociables. Mais je vais juste vous dire que les agents immobiliers, en gros, ils essayent toujours que vous fassiez ça très très vite, que vous n'ayez pas le temps de dire aucun mot, de négocier. Ils sont quand même assez difficiles. Mais en théorie, vous pouvez négocier tout ce qui est dans la clause. Et c'est aussi à ce moment-là que vous allez déposer votre caution par virement. En fait, souvent, ils vont vous demander de l'avoir fait avant de prendre le rendez-vous pour le bail. Et comme je vous ai dit, faites bien attention qu'ils ne vous fassent pas payer des trucs en plus. Ils vont vous demander de payer votre premier loyer, etc. Lisez bien tout. Soyez bien sûr d'être d'accord avec tout. De tout bien comprendre. Prenez votre temps, même si vous mettez la pression. Ensuite, on passe à l'entrée dans le logement et l'état des lieux. Donc, ce que les agences font hyper souvent, c'est que eux, ils préparent leur état des lieux où ils vous disent que tout est nickel, tout est bien. Donc ça, c'est leur partie. Et ensuite, ils vous le donnent et ils vous disent faites l'état des lieux et retournez-nous ce document sous 7 jours. Il y a encore des agences qui le font avec vous. La plupart du temps, ils vous donnent juste ce document, donc vous pouvez le faire vous-même. Mon conseil pour l'état des lieux, c'est d'être juste hyper vigilant. Marquez le plus possible, même les petits trucs, les trucs que vous pensez qui sont pas importants, parce que je vous promets, quand vous partez du logement, les agents, ils vont vraiment vous faire chier. Prenez des photos, faites des films, prenez des photos dans le détail, comme ça vous avez tout qui est... donc les photos, en fait, elles sont, il y a la date qui est marquée. Comme ça, si jamais vous avez un souci, vous avez les preuves que c'était vraiment comme ça avant que vous entriez dans la propriété. Donc,
tous les trucs, si c'est pas propre, la propreté hyper important. Je vais vous raconter une histoire où on est entré dans le logement, il était absolument dégueulasse. Et donc du coup, en fait, on avait pris, moi j'avais pris des photos de tout. Et on l'avait marqué dans notre état des lieux et aussi envoyé un email pour dire voilà, ici c'est sale, on est rentré dans le logement, c'est sale, voici toutes les photos. Et du coup, quand on est parti, on avait nettoyé mieux que bien sûr quand on l'avait trouvé, tu vois, raisonnablement. Et on avait reçu un appel ou un email de l'agence qui nous avait dit « Ah mais le four, on dirait qu'il y a encore du gras, que c'est pas hyper bien nettoyé et tout quoi ». Et du coup, en fait, on avait pu leur envoyer l'email qu'on avait envoyé, le fait que c'était dans l'état des lieux et les photos qu'on avait prises. Et du coup, ils nous avaient pas fait chier parce que sinon, ils voulaient qu'on engage un nettoyeur, enfin une femme de ménage, pour venir renettoyer à nos... Donc voilà, maintenant c'est cool, vous êtes dans votre logement, il y a tout qui est réglé. Je veux juste vous donner quelques petits détails par rapport à la loi, les trucs à savoir, si vous avez des petits trucs qui se passent pas bien dans votre logement, quand est-ce que c'est à vous de réparer ou de prendre certaines mesures, quand est-ce que c'est au propriétaire. Donc, en termes de réparation et de trucs cassés, il y a des choses qui sont la responsabilité de votre propriétaire et d'autres choses qui sont votre responsabilité. Moi, tout simplement, quand j'ai un truc qui est cassé, qui marche pas, un problème, je check sur internet. Il y a un site qui s'appelle tenants.org.au ou tenants.new.south, enfin bref, je vous mettrai le lien dans la boîte de description et du coup je regarde ça, je fais des recherches et je regarde c'est qui est responsable avant d'envoyer un email au propriétaire. Et du coup, en plus de ça, vous pouvez trouver des conseils parce que des fois il y a un truc dont le propriétaire est responsable, mais ils peuvent dire que vous avez mal fait quelque chose qui est lié à ce que ce truc soit cassé. Je vais vous donner un exemple, non pas que mon propriétaire s'est mal comporté par rapport à ça, mais juste par rapport à les précautions que j'ai prises. Je suis dans une vieille maison où il y a en gros un dégât des eaux qui fait que les murs ils deviennent super humides, on voit de l'eau qui dégouline. C'est quelque chose que j'ai noté dans mon état des lieux et que j'avais mis dans le premier email où j'ai envoyé l'état des lieux. Quand j'ai fait mon premier email à l'agence pour leur dire que du coup les murs étaient humides, j'ai bien mentionné, oui voilà, donc les murs sont humides, moi j'aère tout le temps ma maison, j'utilise la hotte de la cuisine pour que les trucs où il y a de la vapeur ça s'en va, quand je prends ma douche j'ouvre bien la fenêtre, je ne fais pas sécher mes vêtements à l'intérieur, en mettant bien que je remplis mes obligations en tant que locataire et que du coup la responsabilité et le problème doit être résolu par le propriétaire. En termes du paiement de l'eau, ce qu'il faut savoir en Australie c'est que si vous n'avez pas un compteur individuel ou un système d'économie d'eau, c'est le propriétaire qui paye l'eau. Donc du coup les agents ils vont toujours vous faire essayer de payer l'eau. Donc quand vous faites vos états des lieux, regardez si vous avez un compteur. Si vous n'avez pas de compteur et si vous n'avez pas de système d'économie, vous lui écrivez en lui disant je n'ai pas trouvé de compteur, vous savez où il est, j'ai l'impression que c'est pas un truc d'économie d'eau, donc si je comprends bien c'est le propriétaire qui doit payer l'eau. Alors, un autre point qui est important, c'est l'accès au logement. Votre propriétaire peut demander à venir voir le logement pour une inspection annuelle. Je crois qu'il peut en faire plusieurs par an. En fait, il envoie une lettre et il vous dit voilà, on voudrait venir telle date. Il doit vous donner 7 jours de préavis, enfin, vous le dire 7 jours avant de venir. Vous pouvez demander à ce que cette date soit changée. Vous avez le droit d'être là. Vous n'êtes pas obligé d'être là. Il faut savoir que en général, quand ils font ça, c'est les agents qui viennent et ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des photos. Vous pouvez leur demander de ne pas prendre des photos de vos effets personnels parce que c'est privé. En général, ils sont un peu chiants parce qu'ils veulent quand même prendre des photos. Mais voilà, vous pouvez refuser. Le propriétaire, s'il est inquiet pour tout un tas de raisons qui sont dans votre tenancy agreement, il peut venir voir votre logement sans votre accord. Enfin, il y a plein de règles. Je vous invite à lire ce qu'il y a écrit parce que je ne les connais pas par cœur. Le propriétaire, il a aussi des obligations par rapport à l'alarme incendie que tous les ans, il y a quelqu'un qui doit venir et la checker. C'est un petit peu pareil. Il va vous donner, vous dire 7 jours, au moins 7 jours avant que cette personne vienne. Vous pouvez demander à changer la date. Vous n'êtes pas obligé d'être là. Vous pouvez demander à ce que votre agence elle ait un double des clés et qu'elle le donne à la personne. C'est comme vous voulez, mais il doit le faire. Donc vous êtes obligé à un moment ou à un autre de les laisser rentrer pour venir checker les alarmes incendie. Par rapport aux réparations, il y a le cas des réparations urgentes. Et certaines réparations urgentes, c'est genre il n'y a pas d'eau chaude le week-end, ce genre de truc. Et du coup, vous pouvez soit faire venir quelqu'un à vos frais et demander un remboursement, mais en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous donnent un numéro et vous pouvez les appeler si vous avez un truc de réparation urgente. Pareil, je vous invite à regarder votre tenancy agreement et tous les sites que je vous ai dit, que je mettrai dans la boîte de description par rapport à ça. Dernier truc que je vais vous dire par rapport à la loi, c'est que souvent les agences, elles vont vous demander que la moquette, elle soit nettoyée professionnellement quand vous partez ou que vous ayez une femme de ménage qui vient pour nettoyer. Sachez que ce n'est absolument pas dans la loi australienne.
et que vous n'avez pas à faire ça. Et s'ils vous ennuient avec ça, du coup, vous pouvez très bien leur dire que ce n'est pas dans la loi. Un conseil en général que je veux vous donner par rapport aux agences, c'est de tout avoir par écrit. S'ils vous appellent par téléphone, s'ils viennent en personne, de renvoyer un email en disant exactement ce qui s'est passé. Ne gardez rien qui soit juste oral parce que ça ne vaut rien si jamais vous avez un problème. Il faut vraiment que tout soit par écrit avec des preuves. Donc moi je prends toujours des photos, je mets tout par écrit, même si je les appelle et j'ai conversation avec eux. Ça vous aidera si jamais il y a un problème. Voilà, c'est pas toujours des mauvaises personnes, c'est juste que voilà, c'est compliqué ce genre de truc. Et il faut mettre juste toutes les chances de son côté pour pas avoir de problème. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je crois que c'est une vidéo un petit peu longue, mais je voulais vous donner toutes les informations que je connais par rapport au logement pour vous aider quand vous allez devoir faire cette démarche. J'espère que cette vidéo est utile. Si elle est utile, si vous l'avez aimée, vous pouvez me donner un pouce en haut parce que comme je vous l'ai dit plein de fois, ça aide d'autres personnes à trouver mes vidéos et j'ai vraiment l'impression que plein de personnes trouvent mes vidéos en ce moment et je suis tellement contente de pouvoir aider les gens avec leur démarche quand ils viennent en Australie. Donc voilà, si vous pouvez faire ça, ça m'aiderait beaucoup et ça les aiderait beaucoup. Si vous aimez mes vidéos, si vous voulez voir plus de vidéos sur l'Australie, sachez que vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Du coup, ça vous envoie, je crois, des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et comme en ce moment, je poste pas mal de vidéos avec des conseils, surtout sur les démarches quand vous arrivez en Australie. Si vous planifiez de venir très bientôt en Australie, je pense que ça peut vous être super utile. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!